Le moment où j'ai poussé la porte de mon appartement, après une journée épuisante au siège de mon entreprise. Un tourbillon d'odeurs et de bruit m'a frappé de plein fouet, l'odeur lourde et grasse d'un pot-au-feu bon marché. Les parfums piquants d'une pommade pour le rhume. L'humidité des vêtements qui séchaient à l'intérieur. Et un vacarme de rire et de conversation qui se chevauchait. Le parquet de mon salon était jonché de coquilles de cacahuètes et de pistaches. Sur le grand balcon filant, des langes en tissu pendaient, lamentablement, et ma belle-mère, Martine, pointait du doigt ma chambre, parentale, en déclarant d'une voix autoritaire que désormais, mon beau-frère et sa femme vivraient ici pour au moins 1 an. Je n'ai posé qu'une seule question. Qui vous a donné la permission de réorganiser ma maison comme bon vous semble? Mon mari. Damien s'est avancé vers moi et devant toute sa famille et m'a giflé violemment avant de hurler de surveiller ma langue et de le regarder quand il me parlait. Le jour de mon mariage avec Damien, ma mère m'avait serré les mains très fort devant le magnifique domaine où nous célébrions la réception. Elle n'avait pas fondu en larmes ni essayé de me dissuader. Comme d'autres mères auraient pu le faire. Elle m'avait juste regardé avec des yeux gonflés et avait murmuré qu'il n'y avait rien de mal à épouser un homme issu d'un milieu modeste ou venant de la province. La chose la plus terrifiante, m'avait-elle dit, c'est quand l'homme qui se tient à tes côtés ne sait pas comment t'aimer. À l'époque, j'étais jeune. Je croyais encore que l'amour se nourrissait de promesses chuchotées dans la pénombre. Je pensais que ma mère était simplement surprotectrice. Je croyais que Damien, malgré sa famille ouvrière, son travail médiocre et sa mère étouffante, était un homme bon et compréhensif. Je pensais que tant qu'un couple s'aimait, tout le reste pouvait être surmonté. Maintenant, chaque fois que je repense aux paroles de ma mère, tout prend sens. Les parents ne s'inquiètent pas pour rien. Ils ont vécu la moitié d'une vie. Ils ont vu assez de faux sourires, de promesses vides et de familles qui semblent harmonieuses à l'extérieur mais qui pourrissent de l'intérieur. Il n'y avait que moi, aveuglé par l'amour, pour m'enchaîner volontairement à un mariage que je croyais être mon port d'attache, pour réaliser que c'était la plus froide des cages dorées que j'aurais pu construire. Je m'appelle Chloé. Avant de me marier, j'étais la directrice administrative et financière d'un grand laboratoire pharmaceutique situé dans le quartier de la Défense. Aux portes de Paris, mon travail était extrêmement stressant. Mais mon salaire était exceptionnel. J'étais farouchement indépendante depuis mon plus jeune âge, habituée à ce que chaque décision soit claire, chaque document transparent et chaque centime justifié. C'était peu être pour cela que mes parents me faisaient une confiance aveugle. Avant le mariage, ils m'avaient acheté un somptueux appartement haussmannien dans le 8e arrondissement de Paris, avec l'acte de propriété entièrement et exclusivement à mon nom. Ma mère m'avait dit que cet appartement serait ma porte de sortie. Si mon mari s'avérait être un homme bien, ce serait mon palais. Si je me trompais d'homme, ce serait mon sanctuaire. À l'époque, j'avais ri en passant mon bras autour de ses épaules. Je lui avais dit de ne pas dire des choses pareilles, que je faisais confiance à Damien et qu'il ne me donnerait jamais envie de fuir. L'appartement était immense. 3 chambres, un double séjour, immense avec vue, sur les toits de Paris et la tour Eiffel, et des balcons baignés par la lumière. Du matin, chaque voilage, chaque drap en percale de coton, chaque tasse en céramique dans la cuisine. Je les avais choisis moi-même. Je rêvais d'une petite famille dans cet espace. Les matins, nous mangerions des tartines d'avocat, ensemble. Le soir, je cuisinerais et il remplirait le lave-vaisselle. Les week-ends, nous inviterions nos parents pour le brunch. Mais les rêves d'une femme amoureuse se brisent souvent lorsqu'ils entrent en collision avec la réalité. Comme un verre en cristal qui tombe sur un sol en marbre. Juste après notre mariage, Martine
ma belle-mère, a commencé à montrer son vrai visage. Le tout premier jour où elle a visité l'appartement, elle a déambulé du salon aux chambres. Ses mains ont glissé sur les plans de travail en quartz. Ses yeux ont scruté les dressings sur mesure. Et elle a fait claquer sa langue. Elle a dit que c'était un endroit magnifique, mais qu'il était très étrange que seul le nom de la belle-fille figure sur les papiers. Un mariage, disait-elle. Est l'union de deux personnes. Le nom de Damien devrait être sur l'acte de propriété. Par souci d'équité. Je l'avais entendu. Mais j'avais répondu avec une politesse polie. Je lui avais expliqué que cet appartement était un cadeau de mes parents avant le mariage. Que nous vivions ici ensemble, et qu'un bout de papier n'affecterait pas l'harmonie de notre famille. Martine avait souri de manière cynique. Elle n'avait rien ajouté. Mais la façon dont elle me regardait a changé à partir de ce jour-là. Ce n'était plus le regard d'une mère envers sa belle-fille, mais celui de quelqu'un qui se tient devant une terre fertile dont il ne possède pas encore les clés. À ce moment-là, Damien m'avait tiré dans la cuisine pour me chuchoter d'être patiente avec sa mère. Il disait qu'elle venait d'une petite ville de la Sarthe, qu'elle avait des valeurs de l'ancienne école, et qu'elle ne pensait pas à mal. Il me disait que j'étais plus intelligente, que j'avais fait une grande école de commerce, et que je devais faire des concessions, et j'en ai fait. J'ai fait des compromis sur les plus petites choses. Martine critiquait ma cuisine qu'elle trouvait fade. Je souriais et j'ajoutais du sel. Elle se plaignait que je rentrais du bureau trop tard, que je ne savais pas prendre soin de mon mari. J'ai commencé à me lever à 5 heures du matin pour lui préparer son petit déjeuner. Elle prétendait qu'une belle fille avec un salaire à 6 chiffres qui ne soutenait pas financièrement la famille de son lait. Marie était une snob ingrate. Alors, chaque mois, je faisais un virement sur son compte bancaire. Puis est venu le problème avec Hugo, le jeune frère de Damien. Hugo était plus jeune de plusieurs années, marié, mais chroniquement au chômage. Il se disait entrepreneur pour faire bonne impression, mais la réalité était qu'un jour il revendait des baskets de collection. Le lendemain, il essayait d'ouvrir une brasserie artisanale sans aucun capital. Et le jour suivant, il investissait dans des arnaques aux crypto-monnaies. Chaque entreprise durait quelques mois avant de faire faillite. Et à chaque échec, la première personne qu'il appelait n'était pas son frère. C'était moi. Il me demandait de lui avancer un peu d'argent, promettant de me rembourser dès qu'il aurait des liquidités. Au début, CI n'était que quelques centaines d'euros, puis c'est passé à des milliers, pour finalement atteindre 10 000 euros. J'hésitais à faire les virements. Mais Damien soupirait toujours en se frottant les stempes. Il disait que c'était son seul frère, qu'il traversait une mauvaise passe, et que si nous ne l'aidions pas, qui le ferait? Sa mère m'appelait tant, larmes, disant qu'une belle-sœur avait attiré le mauvais œil sur la famille. J'ai viré l'argent. Hugo l'a prise, que m'a remercié gentiment, et n'a jamais mentionné le remboursement. Chaque fois que je faisais une allusion à Damien, il se renfrognait. Il me disait que je ne manquais de rien, et me demandait pourquoi je harcelais Hugo pour quelques billets. Il disait que si je réclamais l'argent, j'allais l'humilier. Je regardais mon mari, voulant hurler 1000 fois. Et moi. Alors, l'argent que je gagnais n'apparaissait pas par magie sur mon compte. Je quittais la maison, avant l'aube, rentrais à la nuit tombée, faisais des heures supplémentaires, jusqu'à en avoir des crampes d'estomac, et je signais des audits financiers, jusqu'à ce que mes épaules s'engourdissent, mais à leurs yeux, mon argent n'était qu'une cagnotte commune, posée là, attendant que sa famille vienne se servir quand bon lui semblait. Pourtant, à la fin, je me taisais toujours. Je redoutais les disputes. J'étais terrifiée à l'idée de décevoir mes parents, ou que les gens murmurent que la jeune mariée se comportait déjà comme un tyran cupide. Je me consolais en me disant que l'argent
Ça se gagne. Mais que garder la famille unie était ce qui comptait. La plus grande souffrance d'une femme n'est pas quand les autres la trompent. C'est quand elle cherche activement des excuses pour justifier l'injustice qu'elle subit. Le temps a passé. Et mon attitude accommodante n'a pas rendu la famille de mon mari reconnaissante. Elle les a seulement convaincus que j'étais un paillasson. Martine a commencé à venir à Paris plus fréquemment. Au début, elle disait que c'était pour un week-end. Puis cela se transformait en une semaine entière. Elle ouvrait mon grand réfrigérateur quand ça lui chantait, fouillait dans mon dressing, déplaçait les jardinières coûteuses sur mon balcon, et changeait de place la console antique que mes parents m'avaient offerte. Un jour, je suis rentrée pour la trouver avec un sac à main de créateur que je venais d'acheter, le tendant à Camille, la femme enceinte d'Hugo, pour qu'elle puisse s'admirer dans le miroir. Je me suis figée dans l'encadrement de la porte. Ce sac était une récompense que je m'étais offerte après un trimestre fiscal épuisant. Je n'avais même pas encore enlevé les étiquettes. En me voyant, Camille a eu l'air un peu gênée. Mais Martine n'a pas perdu une seconde. Elle a dit que Camille l'adorait, qu'Eche pouvait lui laisser, et que je pouvais m'en acheter un autre. Elle m'a demandé si j'allais vraiment être mesquine pour un sac à main, et que les femmes devaient se soutenir. J'ai pris une grande inspiration, et j'ai dit à Martine que je venais d'acheter ce sac, et que je ne l'avais même pas encore utilisé. Le visage de Martine s'est durci instantanément. Elle a répondu que justement, comme je ne l'avais pas utilisé, c'était mieux de laisser ma belle-sœur l'inaugurer. Elle m'a traité de rat avec ma propre famille, et m'a demandé si je méprisais les proches de mon mari au point de penser qu'ils ne méritaient pas mes belles affaires. Damien, qui était dans le salon en train de faire défiler l'écran de son téléphone, a entendu le bruit et est entré. Je pensais qu'il me défendrait. Auflen, lieu de cela. Il a regardé le sac et a soupiré. Il m'a dit de laisser tomber, que ce n'était qu'un sac, que je gagnais des sommes folles, et que si je l'aimais tant, je n'avais qu'à en commander un autre sur Internet. Il m'a dit pour ne pas énerver sa mère pour un morceau de cuir. Une phrase si simple, mais qui a eu l'effet d'une dalle de béton s'écrasant sur ma poitrine. J'ai tendu le sac à Camille. Elle l'a pris en me remerciant d'une petite voix enjouée, ses yeux incapables de masquer une lueur victorieuse. Pendant ce temps, je suis allée m'enfermer dans ma salle de bain, et je suis restée devant le miroir un très long moment. Je me suis demandé pourquoi je me sentais comme une invitée indésirable dans ma propre maison. Puis je me suis lavé le visage. J'ai changé de vêtements, et je suis allée préparer le dîner. Die croyait encore bêtement que si j'étais gentille, la tempête passerait, mais pour les gens avides, la gentillesse d'autrui n'est pas un cadeau. C'est une porte déverrouillée. Une fois qu'il l'entr'ouvre, il la défonce pour s'emparer d'eux. Toute la maison. Tout a complètement volé en éclats cette nuit-là. Je venais de terminer une réunion interminable et brutale pour préparer un audit de conformité. J'avais dû vérifier chaque dépense, chaque tableau de bord, chaque signature numérique. J'avais un mal de crâne atroce et des brûlures d'estomac, car je n'avais avalé qu'un café noir depuis midi, dans la voiture de transport avec chauffeur qui me ramenait chez moi. La seule chose à laquelle je pensais, c'était prendre une douche brûlante, manger un bol de purée insipide, et m'effondrer sur mon canapé. Juste 30 minutes de paix. Mais quand les portes de l'ascenseur se sont ouvertes sur mon palier, je pouvais déjà entendre les rires bruyants résonner derrière ma porte. Je me suis arrêtée, dans le couloir, fixant une paire de baskets pleines de boue. Abandonnée, n'importe comment sur mon paillasson. À côté, il y avait plusieurs sacs, langue, des cartons entiers de lait en poudre pour bébé, une valise énorme et une bassine en plastique rouge bon marché qui goûtait encore. Mon estomac s'est noué. J'ai déverrouillé la porte et un mur d'odeurs intenses m'a agressé. L'odeur de la viande grasse. L'odeur d'alcool à friction.
des graines de tournesol et des vêtements humides séchant sur les radiateurs. Mon salon, d'habitude immaculé, était jonché de détritus. Mon tapis perçant de couleur crème, que j'entretenais méticuleusement, portait plusieurs taches de graisse sombre. Des tasses posées, négligemment, avaient laissé des auréoles humides sur ma table basse en verre. Une flaque de thé glacé renversé avait séché pour devenir une masse collante. Quelqu'un était étalé de tout son long sur mon canapé d'angle en cuir beige, préféré, et des mouchoirs froissés étaient éparpillés sur le parquet en chêne. Camille, ma belle-sœur, était vautrée sur le canapé. Une main reposait sur son ventre très arrondi. L'autre faisait défiler des vidéos sur son téléphone. Elle avait posé ses pieds nus sur un coussin que j'avais littéralement apporté au pressing la semaine précédente. En me voyant entrer, elle a à peine levé les yeux et m'a dit que je rentrais tard, qu'elle mourait de faim, et que ma belle-mère avait préparé un énorme pot-au-feu. De la cuisine provenait le tintamarre de mes casseroles haut de gamme. Hugo avait ouvert ma cave à vin climatisé, en avait sorti une bouteille, avait examiné l'étiquette et avait crié à sa mère que celle-ci avait l'air chère. Et qu'il allait l'ouvrir ce soir pour célébrer l'arrivée du bébé. Et Martine était dans la chambre d'amis, avec un mètre ruban à la main, aboyant des ordres comme si son nom figurait sur l'acte de vente. Elle disait que ce lit était beaucoup trop petit, qu'il fallait le jeter et acheter un très grand lit, double. Le placard était minuscule aussi. Et les affaires de bébé prenaient beaucoup de place. Elle ajoutait que ces rideaux étaient affreux pour une mère, en postpartum, qu'il fallait appeler un bricoleur dès le lendemain pour installer des stores occultants. Et concernant mon bureau à domicile, elle ordonnait de vider toute ma paperasse pour en faire une salle à langer. Je suis restée paralysée au centre du salon. Ma maison, mon bureau, mes affaires, en l'espace d'une seule journée de travail, tout avait été vidé, réorganisé à leur goût, comme si j'avais cessé d'exister. J'ai posé ma mallette, forçant ma voix à rester calme. J'ai demandé à Martine pourquoi tout le monde était venu sans me prévenir. Martine s'est retournée et m'a regardée sans l'ombre d'une culpabilité. Elle a froncé les sourcils comme si ma question était hautement offensante. Elle m'a répondu que c'était ma maison, donc aussi la maison de Damien, et qu'en tant que mère, elle pouvait venir quand elle en avait envie. J'ai pris une grande inspiration. J'ai dit que je n'avais aucun problème avec ces visites. Mais j'ai demandé pourquoi elle avait apporté toutes les affaires d'Hugo et Camille ici. Et surtout dans mon bureau, qui lui avait donné la permission d'ouvrir mes classeurs. Martine a jeté le mètre ruban sur le lit et a marché vers le salon en élevant la voix. Elle a dit qu'elle s'était donné la permission elle-même. Camille était sur le point d'accoucher. Leur appartement, en location, était un taudis rempli de moisissures avec toutes les pluies récentes, et qu'un nouveau-né ne pouvait pas être en bonne santé là. Cet appartement était immense, et nous n'utilisions même pas tout l'espace. À partir d'aujourd'hui, Hugo et sa femme allaient s'installer ici pour sa convalescence. Postpartum. Le plan était d'y rester 1 an. Et quand son petit-fils serait plus grand, on verrait pour la suite. J'ai entendu chaque mot avec une clarté cristalline. On an, sans m'avoir demandé, sans m'avoir consulté une seule fois, comme si cette propriété de plusieurs millions d'euros était le centre de vacances privé de la famille, les Roux, et que je n'en étais que la gardienne. Je me suis tournée vers Hugo. Il tenait toujours ma bouteille de grand cru classée. Il a souri avec arrogance et m'a dit que c'était mon neveu, pas un étranger, que plus tard il m'appellerait Tintin, et que si j'étais aussi radine, je m'attirerais le mauvais sort. Camille s'est redressée, posant la main dramatiquement sur son ventre. Sa voix était douce, mais ses mots étaient enduits de poison. Elle a dit qu'elle se sentait mal de s'imposer, mais que son gynécologue avait dit qu'elle avait une grossesse à haut risque. Après l'accouchement, elle avait besoin d'un espace stérile et bien ventilé.
Leur appartement était minuscule, et ma belle-mère était terrifiée à l'idée que la moisissure blesse son précieux petit-fils. De plus, j'étais au bureau toute la journée. Laisser une si grande maison vide était un gaspillage. J'ai regardé le ventre gonflé de Camille. J'ai vu l'arrogance triomphante se cacher derrière sa fausse fragilité. Et puis j'ai regardé Martine. Je lui ai dit, calmement, que si Camille avait besoin d'un endroit pour se rétablir, je pouvais lui réserver une suite postpartum de luxe dans une clinique privée de Neuilly-sur-Seine, avec des infirmières, des médecins et des repas nutritionnels, préparés par un traiteur. Je paierais pour le tout. 2 mois, 3 mois. Peu importait. Ce serait beaucoup plus confortable pour Camille et Martine n'auraient pas à s'épuiser. Je pensais que c'était la solution la plus généreuse et logique, mais le visage de Martine s'est déformé d'une manière démoniaque. Elle a pointé son doigt juste entre mes 2 yeux. Sa voix tremblait de rage. Ou plutôt parce que son sentiment de droit absolu avait été remis en question. Elle m'a accusée d'être terrifiée à l'idée que ma maison immaculée soit salie si la famille de mon mari y vivait. Elle m'a dit que parce que j'avais un compte en banque bien rempli, je pensais pouvoir lui jeter de l'argent au visage pour me débarrasser de ma belle-sœur. Elle a hurlé que je voulais que tous nos proches sachent que la belle-fille riche méprisait la famille pauvre et épuisée de son mari. J'ai fermé les yeux une fraction de seconde. Je lui ai répondu que ce n'était pas ça, que je pensais uniquement à la santé de Camille et du bébé. Martine a laissé échapper un rire sarcastique et brutal. Elle m'a craché que je me dude et souciais de sa santé, mais que je ne la laissais pas vivre dans un appartement espacieux, que je me souciais du bébé mais que je thésaurisais une chambre d'amis. Elle m'a hurlé que lorsqu'une femme se marie, sa vie appartient à la famille de son mari, que le fait de gagner beaucoup d'argent ne me donnait pas le droit d'agir comme la reine du château. Hugo a claqué la bouteille de vin sur le comptoir en quartz avec un bruit sourd. Il m'a dit que c'était une façon vraiment laide de parler, que Damien était mon mari, le fils aîné de cette famille, et que ma maison était sa maison. Ils étaient venus pour rester, pas pour voler l'endroit. Il m'a demandé pourquoi je me comportais comme une folle. J'ai regardé Hugo droit dans les yeux. Je lui ai répondu que cet appartement était enregistré exclusivement à mon nom, que mes parents me l'avaient acheté avant mon mariage, que ce n'était pas que je refusais d'aider, mais qu'absolument personne n'avait le droit de s'installer chez moi sans mon consentement explicite. Au moment où cette phrase a franchi mes lèvres, l'air dans le salon s'est glacé. Martine m'a foudroyé d'un regard chargé d'une haine pure. Camille a serré son ventre, les yeux remplis de larmes théâtrales soudaines. Elle a sangloté en disant que dire cela revenait à la mettre à la porte, qu'elle savait qu'il était fauché, qu'elle n'avait pas de belle maison, et que je la traitais comme un déchet. Elle a dit à Hugo de partir, qu'elle préférait accoucher dans un appartement moisi plutôt que d'être traitée de squatteuse ici. Elle pleurait, bruyamment, mais du coin de l'œil. Elle n'arrêtait pas de regarder la porte, d'entrer. Elle savait exactement qui elle attendait. Et juste à ce moment-là, le bruit d'une clé tournant dans la serrure a résonné, dans l'entrée. Damien était rentré. Il est entré, sa chemise froissée, portant sa malade. Son visage était rouge, portant l'odeur légère de la bière de fin, de journée. Voyant sa mère debout au milieu du salon, un rouge de rage, sa belle-sœur pleurant en tenant son ventre, et moi immobile, avec une expression figée et épuisée. Il a immédiatement froncé les sourcils et a demandé ce qu'il se passait. Martine, agissant comme si la cavalerie était arrivée, s'est frappé la cuisse et a éclaté en gémissements dramatiques. Elle a crié à Damien de regarder sa femme, qu'elle avait amené Camille ici pour qu'elle ait un endroit sûr après l'accouchement, que non seulement je m'en moquais, mais que je revendiquais que c'était ma propriété privée et que personne ne pouvait y mettre les pieds sans ma permission. Hugo en a immédiatement rajouté une couche. Il a dit à Damien qu'ils étaient peu, être fauchés,
mais qu'ils avaient une dignité. Et que si je ne voulais pas aider, je n'avais qu'à le dire sans leur jeter l'acte de propriété au visage pour les intimider. Camille a pleuré encore plus fort, demandant à Damien de laisser tomber, de ne pas crier sur moi. Et que son bébé n'était même pas encore né, qu'il était déjà un fardeau pour sa tante. Je suis restée là, à les regarder exécuter parfaitement leur numéro de victime, devant mon mari. J'avais bêtement pensé qu'après 5 ans passés ensemble, Damien me demanderait au moins ma version des faits, s'il allait me demander ce qui s'était passé, si j'allais bien, et pourquoi sa famille détruisait notre appartement. Il n'a rien demandé de tout cela. Il a laissé tomber sa mallette, s'est tourné vers moi, les yeux brûlants d'une fureur mal placée. Il a demandé quel genre de drame malsain je cherchais à déclencher, que sa mère et son frère voulaient juste rester un peu, et s'il était vraiment nécessaire de me comporter comme une psychopathe. Je l'ai fixé. Un nœud dur se formant dans ma gorge. Je lui ai demandé s'il réalisait que je venais de franchir la porte après une journée de 12 heures. S'il réalisait qu'ils avaient vidé mon bureau et mis mes documents juridiques dans des cartons. S'il réalisait que sa mère avait décidé arbitrairement qu'Hugo et sa femme allaient s'installer ici pour 1 an sans m'en toucher un mot. Damien a froncé les sourcils et m'a répondu « Et alors ? Que c'était beaucoup de drames ? Pour rien. L'appartement était immense. 2 personnes supplémentaires n'allaient pas me tuer. Il m'a dit que j'étais toujours comme ça, que je ne me souciais que de mes tableaux de bord, de ma paperasse, de mon argent, et que la famille était la chose la plus importante. J'ai laissé échapper un rire très doux et creux. La famille. Me considérait-il vraiment comme de la famille ? Ou n'étais-je de la famille que lorsqu'il avait besoin d'un distributeur automatique, d'un hôtel gratuit ou d'un punching ball? Le visage de Damien s'est assombri. Il a demandé ce que ça voulait dire. Yeloy a regardé fixement, prononçant chaque syllabe avec une précision létale. Je lui ai dit que cela signifiait que cet appartement était un bien propre selon la loi française, que j'avais souscrit un contrat de séparation de biens, que j'avais l'autorité absolue pour dicter qui vivait ici et qui n'y vivait pas. Yen ne refusait pas d'aider Camille. Mais je n'autoriserais absolument pas tout ça, ligné à détourner mes chambres, saccager mes affaires et dicter ma vie comme si j'étais un fantôme. La gifle, le son fut sec, brutal, et plongea la pièce dans un silence de mort. Ma joue gauche a explosé de douleur. La force du coup m'a fait perdre l'équilibre. Mon épaule a percuté le mur, et le goût métallique du sang a inondé le coin de ma bouche. Ma vision s'est troublée une fraction de seconde. Quend, j'ai rouvert les yeux. Damien se tenait devant moi, la main encore en l'air. Ses yeux étaient injectés de sang, nourris par la colère, par un ego masculin, fragile, et par le fait que mes mots avaient frappé sa plus profonde insécurité. Il a grogné, me disant de surveiller ma bouche. Comment osais-je parler à sa mère de cette façon ? Pensais-je que parce que j'avais un titre pompeux, de l'argent et un acte de propriété, je pouvais traiter les gens comme de la saleté. Il a hurlé qu'il était mon mari et que cette maison était aussi la sienne. Le salon est tombé dans un silence de cimetière. Martine a cessé ses faux pleurs. Hugo a perdu son sourire narquois. Camille a même oublié de bercer son pelle. Ventre, ils m'ont tous dévisagé, attendant que je m'effondre, que je pique une crise d'hystérie, que j'implore le pardon. Tout comme je l'avais toujours fait. J'ai lentement porté ma main au coin de ma bouche. Je l'ai retirée, et le bout de mon doigt était taché de rouge. Bizarrement, à ce moment précis, la douleur a disparu. La gifle de Damien n'avait pas seulement frappé ma chair. Elle avait brisé toutes les années que j'avais passées à me voiler la face. Ce coup a réveillé la femme naïve qui pensait que supporter le manque de respect était le secret d'un mariage durable. Il a violemment arraché le dernier voile couvrant, le vrai visage de l'homme que j'avais autrefois appelé mon port d'attache. J'ai regardé Damien,
puis Martine, Hugo et Camille. Sous les lumières du salon, chaque visage m'apparaissait désormais avec une clarté brutale. L'avidité, la suffisance, la fausse piété, la lâcheté. Soudain, j'ai réalisé une vérité, profonde. Les mariages ne meurent pas parce que l'amour s'épuise. Ils meurent la seconde exacte où une femme réalise qu'elle a versé son âme dans une famille, entièrement dépourvue de cœur. J'ai essuyé la trace de sang sur ma lèvre et j'ai offert un sourire faible. Ton, calme terrifiant. J'ai dit que d'accord. Il avait raison, que j'avais été trop, absorbée par mon ascension professionnelle. Peut-être avais-je oublié comment une épouse convenable devait se comporter. J'ai ajouté que pour Hugo et Camille, je ferais les arrangements nécessaires pour le bébé. Martine a eu l'air complètement abasourdie. Elle ne s'attendait probablement pas à ce que je me rende si facilement, mais une fraction de seconde plus tard, une vague de triomphe, arrogant a inondé ses traits. Elle a dit que si j'avais été raisonnable dès le départ, il y aurait eu la paix dans cette maison. Elle m'a ordonné de vider la chambre parentale pour Camille dès le lendemain et de vider mon bureau pour y entasser ma paperasse. Hugo a souri de toutes ses dents, disant que c'était ce qu'il voulait entendre et qu'il savait que j'étais généreuse. Camille a essuyé ses larmes inexistantes, sa voix dégoulinant d'une douceur artificielle. Elle m'a remerciée et a dit que si on se marchait sur les pieds, il faudrait lui pardonner. Damien m'a regardé de haut. Sa voix était encore dure, mais teintée d'une satisfaction malsaine. Il s'est dit heureux que je comprenne enfin, et qu'il ne m'avait frappé que parce qu'il avait besoin que j'apprenne à respecter sa mère et sa famille, me prévenant de ne pas l'obliger à recommencer. J'ai baissé la tête. Cachant le vide glacial absolu dans mes yeux, j'ai répondu que oui. Je comprenais. Pas une seule personne dans cette pièce n'a réalisé que ma soumission n'était pas un aveu de culpabilité. C'était un ordre d'exécution. Je me suis excusée pour aller dans la salle de bain, prétextant être épuisée. Avant que je ne quitte la pièce, Martine a pris soin d'ajouter de me rappeler, d'appeler une femme de ménage à la première heure, le lendemain. Car Camille était dans son 3e trimestre et ne pouvait pas attendre dans la saleté. Ne me suis pas retournée. Chaque pas que je faisais dans le couloir semblait incroyablement léger. Au fond de ma poitrine, la lourde porte d'une chambre forte venait de se refermer, les enfermant dehors pour toujours. Je suis entrée dans la chambre parentale. J'ai verrouillé la porte. Et suis tenue devant le miroir en pied. La femme qui me regardait avait la joue gauche enflée et violemment rouge, la lèvre fendue et les yeux humides, mais qui refusait de verser une seule larme. Je l'ai dévisagée pendant un long moment. J'ai regardé ses cheveux qui sentaient encore la pollution parisienne, son chemisier en soie froissé par une impitoyable journée de 12 heures, ses épaules, qui avait porté des fardeaux qui ne lui avaient jamais appartenu. J'ai murmuré au miroir. Chloé. C'est assez. C'est fini. Dans le salon, ma belle famille riait déjà de plus belle, débattant bruyamment de l'endroit où mettre le berceau, de la marque de poussette de luxe que je devais leur acheter, et des placards à vider pour le tire-lait. Ils pensaient m'avoir brisé. Ils croyaient qu'une frappe physique était l'outil approprié pour me domestiquer. Ils supposaient que s'ils appliquaient assez de pression, je leur remettrais mon appartement, mes comptes bancaires et ma vie sur un plateau d'argent. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que lorsque l'espoir d'une femme s'éteint complètement, elle devient d'un calme effrayant. Cette nuit-là, alors que l'appartement se noyait dans les bruits de leur célébration victorieuse, je me suis approchée de mon coffre-fort mural, dissimulé. J'ai sorti un épais dossier contenant l'acte de propriété de l'appartement, mon contrat de mariage en séparation de biens, mes relevés bancaires et un disque dur crypté relié à la caméra de sécurité cachée dans la bibliothèque du salon. J'ai tout étalé sur mon bureau en acajou. Chaque feuille de papier reposait parfaitement sous la lueur de la lampe. Chaque preuve, chaque
relevé d'identité bancaire. Chaque signature légale s'est soudain transformée. Une arme bien plus tranchante que n'importe quelle insulte. Je n'avais absolument aucune intention de me disputer avec eux plus longtemps. Je n'allais pas me battre pour chaque mètre carré. Chaque fauteuil. Chaque assiette de nourriture. Ils voulaient rester dans mon appartement. Parfait. Je leur donnerai une dernière nuit pour rêver que ce bien de plusieurs millions d'euros leur appartenait. Dès le lendemain matin. Ce rêve muterait violemment, un cauchemar qu'ils n'oublieraient jamais. Je n'avais pas verrouillé la porte de la chambre tout de suite. Je suis restée, silencieuse derrière, écoutant le bruit qui filtrait, le rire tonitruant et arrogeant de Martine. Le bruit du bouchon quand Hugo a ouvert une autre bouteille, des Momvin. La voix géniarde de Camille exigeant plus de viande. Et la voix de Damien disant à sa mère que parfois, les femmes ont juste besoin d'être remises, à leur place, pour qu'elles se souviennent de qui est l'homme de la maison. Chaque syllabe se glissait à travers le cadre de la porte et perçait mes tympans, comme des aiguilles. C'était étrange. Si cela s'était produit 1 an plus tôt, je me serais effondrée sur le parquet, sanglotant de façon incontrôlable de douleur, physique, d'humiliation pure et du chagrin que l'homme que j'aimais m'ait, frappé sans hésiter pour impressionner sa maman. Mais ce soir, je n'ai pas versé une larme. Non pas parce que j'étais trop forte pour ressentir l'agonie, mais parce que la douleur avait atteint sa limite absolue et s'était cristallisée en une lucidité froide et mortelle. Je suis allée à ma coiffeuse. J'ai ouvert un tiroir et j'ai pris un coton. Les miroirs reflétaient l'enflure. La peau abîmée. J'ai tamponné la coupure avec de l'alcool. La piqûre vive a fait tressaillir mes doigts pendant une microseconde. Mais seulement une microseconde. Derrière ma porte. Ils rêvaient d'une vie de luxe gratuite. Ils pensaient que j'avais baissé la tête par peur. Ils avaient complètement tort. Une femme peut aimer farouchement. Elle peut être patiente ou point de paraître pathétique. Mais à la milliseconde où cet amour est assassiné, on versait ne serait-ce qu'une larme de plus est une insulte et une perte de temps. Je suis retournée au bureau, dans le coffre-fort. Il n'y avait pas des tas de bijoux en diamant comme Martine aimait le fantasmer. Il contenait des dossiers, juridiques classés, mes portefeuilles d'action, l'acte de propriété, mes assurances vie, mon passeport, mes dossiers médicaux et le disque dur de la caméra de sécurité. J'ai allumé mon ordinateur et branché le disque. Les images, en très haute définition du salon, datant de quelques heures auparavant, sont apparues instantanément. Martine ordonnant de déplacer mes meubles. Hugo pillant la cave à spiritueux. Camille se prélassant. Puis les images de Damien faisant irruption, me hurlant dessus. Et enfin, le balancement de son bras, la gifle, même à travers les haut-parleurs de l'ordinateur portable. Le son m'a fait palpiter la mâchoire. J'ai mis la vidéo en pause sur l'image exacte où la paume de Damien a frappé mon visage. J'ai exporté le clip dans un dossier cloud, sécurisé. Mes mains étaient stables. J'ai pris mon téléphone et composé le numéro de Maître Antoine Beaumarchais. Antoine était un vieil ami de mon père et l'avocat de confiance de la famille. C'était un requin en matière de divorce fortuné, de protection du patrimoine et de litige civil. Au fil des ans, mon père m'avait glissé des sous-entendus, me disant que si jamais je me heurtais à un mur avec ce garçon, je devais appeler Antoine, et de ne jamais laisser personne me marcher sur les pieds par embarras. À chaque fois qu'il disait cela, je l'ignorais. Je pensais qu'il était juste élitiste. Ce soir-là, j'ai réalisé que mon père n'était pas cynique. Il aimait juste assez sa fille pour voir les loups tourner autour d'elle. Le téléphone a sonné 3 fois avant de décrocher. La voix d'Antoine était pâteuse. Il m'a demandé ce qu'il se passait, qu'il était passé minuit. J'ai fixé l'image figée de mon mari m'agressant, et je lui ai répondu que j'avais besoin de déposer une requête en divorce pour faute et que cela devait être fait en fait en urgence, qu'il me fallait les requêtes prêtes à la première heure le lendemain, matin. Il y a eu un silence de mort au bout du fil,
Quand Antoine a repris la parole, le sommeil avait entièrement disparu de sa voix. Il m'a demandé, directement, s'il avait levé la main sur moi. Je n'ai pas répondu tout de suite. Le silence était la seule confirmation dont il avait besoin. Antoine a expiré, brusquement, se transformant instantanément en l'avocat impitoyable qu'il était. Il m'a ordonné de documenter les blessures avec des photos horodatées, de sauvegarder les images de la caméra sur plusieurs serveurs, de faire des captures d'écran de chaque SMS, de rassembler l'acte de propriété, les contrats de mariage et mes relevés bancaires, et de les mettre dans un endroit auquel il n'aurait pas accès. Il m'a dit de venir directement à son cabinet demain matin, qu'il aurait la requête de divorce, une ordonnance d'urgence pour geler les comptes joints, une déclaration de biens propres et une ordonnance de protection, prête à être signée. Je lui ai répondu que j'avais déjà tout préparé. Antoine a marqué une pause, clairement surpris par mon absence d'hystérie. Il m'a demandé de confirmer que l'appartement était bien un bien propre acquis, avant le mariage, et que seul mon nom y figurait. J'ai confirmé que l'acte était, à mon seul nom, acheté par mes parents via une structure juridique à mon nom, seul avant le mariage, sans aucune clause de résidence familiale opposable, et que pas un centime de Damien n'avait servi à l'acheter. Antoine a déclaré qu'il n'avait donc aucun droit légal sur la propriété. Mais il m'a conseillé de marcher sur des œufs cette nuit, car les gens désespérés et cupides font des choses dangereuses lorsqu'ils réalisent que la source se tarit. Il m'a dit de ne dire un mot à aucun d'entre eux. Après avoir raccroché, j'ai ouvert l'appareil photo de mon téléphone, et j'ai pris plusieurs photos de mon visage sous tous les angles, sous la lumière crue de la salle de bain. À chaque clic de l'obturateur, j'avais l'impression de regarder une étrangère. Était-ce la même Chloé qui passait des heures à préparer les repas de son mari? Celle qui restait debout jusqu'à 1h du matin pour réchauffer son dîner parce qu'il était coincé au bureau? J'ai regardé la dernière photo, et j'ai fait un pacte de sang avec moi-même. Après cette nuit, plus jamais. J'ai ouvert ma messagerie d'entreprise. Dans un dossier signalé se trouvait une offre d'emploi que je gardais sous le coude depuis 2 semaines. C'était un transfert exécutif de notre siège parisien vers le bureau régional de Londres. En tant que vice-présidente des finances, c'était un contrat d'expatrié de 3 ans avec une rémunération massive, un logement de fonction à Mayfair, une assurance santé privée et des vols en première classe. Quand j'avais reçu l'offre, j'avais hésité. Non pas parce que j'avais peur de déménager au Royaume-Uni, mais parce que j'incluais Damien dans l'équation. Je m'inquiétais de l'impact qu'une relation à distance de 3 ans aurait sur notre mariage. Je craignais que mon mari ne se sente émasculé. Je craignais que ma belle-mère ne me salisse en me qualifiant de bourreau de travail, ayant abandonné ses devoirs conjugaux. J'avais passé tellement de temps à me torturer pour leurs sentiments que j'avais oublié que j'étais le personnage principal de ma propre vie. J'ai ouvert le document. L'entête de l'entreprise brillant sur l'écran a agi comme un masque à oxygène par rapport à la toxicité étouffante à l'extérieur de ma chambre. J'ai composé le numéro de Valérie, la directrice mondiale des ressources humaines. Avec le décalage horaire de son voyage d'affaires à Tokyo, je savais qu'elle serait réveillée. Elle a décroché à la 2e sonnerie, m'a dit que si je l'appelais à cette heure, c'est que j'avais pris une décision. Je ne suis pas passée par 4 chemins. J'ai accepté l'offre pour Londres. Si, le conseil d'administration me voulait toujours. Je voulais être dans un avion, le plus vite possible. Valérie, ravie, a répondu que bien sûr il me voulait. Mais s'est étonnée de l'urgence. Pensant que j'avais des affaires familiales à régler, j'ai jeté un coup d'œil vers la porte de ma chambre. Dans le salon, Martine gloussait, disant à Camille de se détendre, et que maintenant qu'elle avait cet immense appartement de luxe, elle devrait faire 3 enfants de plus pour remplir l'espace. J'ai souri d'un sourire glacial. J'ai répondu que mes affaires familiales étaient entièrement résolues. Valérie, en vétéran de l'entreprise, a su ne pas insister. Elle m'a promis les liens de signature pour
7 heures du matin. Et un billet en première classe pour le soir même au coup. Départ de Roissy-Charles de Gaulle. J'atterrirai à Heathrow le lendemain matin. Un poids énorme s'est évaporé de ma poitrine. Certaines décisions semblent déplacer des montagnes lorsqu'on les débat. Mais à la seconde où l'on est contraint de sauter, on réalise que le fardeau le plus lourd n'est pas de partir. C'est de rester dans un endroit où son âme est broyée au quotidien. J'ai ouvert mes contacts et j'ai trouvé le numéro de Monsieur Laurent. Un agent immobilier de luxe impitoyable, spécialisé dans les biens d'exception du Triangle d'Or et des beaux quartiers de Paris. Il me harcelait régulièrement, me disant que mon appartement déclencherait une guerre d'enchères si jamais je le mettais. Invente. Sa voix était empâtée de sommeil. Mais je suis allée droit au but. Jay lui ai dit que je liquidais mon appartement. La transaction aurait lieu demain. J'étais prête à le céder 20% sous le prix du marché. Mais l'acheteur devait payer intégralement comptant. Nous irions directement à l'office notarial, signerions l'acte authentique et remettrions les clés immédiatement. Monsieur Laurent s'est réveillé d'un coup. Il m'a rappelé que mon appartement vaudrait au bas mot 2 500 000 euros. Je lui ai répondu que je le laissais pour 1 500 000 euros. Non négociable. La condition absolue était que le virement soit effectué et l'acte signé en 24 heures. J'ai entendu une inspiration brusque au bout du fil. Il a demandé pourquoi cette Vinci Express. Je lui ai dit que c'était pour des raisons personnelles et qu'il devait juste trouver une pointure avec des liquidités. Pas de clause. Suspensives. Pas de délai de crédit immobilier. Le secret devait être absolu, jusqu'à ce que l'encre soit sèche. Pas de visite avant la signature. Elle utiliserait la visite virtuelle et les photos du dernier devis. Laurent a réfléchi 3 secondes. Il a mentionné un client investisseur étranger qui cherchait exactement un bien comme le mien pour sa fille. Ils avaient l'argent sur un compte séquestre. S'il leur proposait ce prix, ils signeraient les yeux fermés. Mais il fallait que le titre de propriété soit propre, sans aucune hypothèque. J'ai articulé parfaitement. Le titre était exclusivement au nom de Chloé Deville. Un bien propre, sans aucune hypothèque. J'aurai les papiers originaux chez le notaire demain. Il a conclu l'affaire pour un rendez-vous à 9 heures chez le notaire. L'écran noir a reflété mon visage meurtri dans la pièce sombre. Mais les yeux qui me fixaient n'étaient pas ceux d'une femme battue essayant de sauver un mariage pourrissant. C'étaient les yeux d'un général autorisant une frappe nucléaire tactique sur un champ de bataille compromis. J'ai sorti ma valise, cabine, et j'ai commencé à faire mes bagages. En réalité, cet immense appartement était rempli de ma vie. Vêtements de créateur, livres, œuvres d'art coûteuses, céramique sur mesure. Mais en faisant mes valises, j'ai réalisé à quel point j'avais peu besoin pour survivre. Mon passeport, mes diplômes, mon ordinateur d'entreprise, 2 tailleurs, mes médicaments pour l'ulcère, mes dossiers médicaux et une photo encadrée de mes parents. Tout tenait dans une valise, élégante. Je refusais d'emporter à Londres quoi que ce soit qui porte la puanteur de ce mariage. Alors que je fermais la fermeture éclair, des poings lourds ont tambouriné sur la porte de ma chambre. La voix de Damien, légèrement pâteuse à cause du vin, m'a ordonné de déverrouiller la porte. J'ai poussé la valise au fond de mon dressing. J'ai lissé mes vêtements et j'ai ouvert. Damien se tenait dans le couloir, empestant l'alcool et la viande grasse. Il a regardé mon visage. Ses yeux ont dardé vers l'enflure et l'ecchymose qui virait déjà au violet. Il a fait une pause d'une fraction de seconde, puis a détourné le regard. Totalement dépourvu d'empathie, il m'a dit que sa mère exigeait que j'engage une équipe de nettoyage à fond demain matin pour la chambre de Camille. Et qu'Hugo voulait que j'achète un mini-réfrigérateur pour la chambre d'amis. Je devais le commander sur Internet tout de suite pour qu'il arrive demain. J'ai regardé l'homme debout devant moi. Quelques heures seulement après m'avoir frappé au visage. Ses premiers mots n'étaient pas pour s'excuser. Ses premiers mots étaient des ordres.
J'ai hoché lentement la tête. Acceptant. Ma soumission, absolue, a semblé flatter son ego. Car il a eu l'air très satisfait. Il est entré, dans la chambre avec arrogance. A jeté sa chemise froissée sur un fauteuil en velours et s'est affalé sur le matelas. Marmonnant que quand on agissait de façon rationnelle, la vie était bien plus facile. Il a ajouté qu'il se fichait de mon poste de patronne au travail, qu'ici je devais connaître ma place, et que, plier un peu le genou, ne me tuerait pas. Je suis restée au bord du lit à le regarder fermer les yeux alors qu'il débitait son pathétique sermon patriarcal. Je lui ai demandé, d'une voix aussi douce qu'un fantôme, si un jour je n'avais plus cet appartement ni mon salaire. Mais protégerait-il toujours? Il a froncé les sourcils en gardant les yeux fermés. Il a demandé pourquoi je posais des questions de psychopathe. Et que mon argent était notre argent. Il m'a ordonné de me taire et de le laisser dormir. Yoï sourit d'un sourire tranchant comme un rasoir. Et quelques minutes plus tard, ses ronflements rythmiques remplissaient la pièce. Vers 2 heures du matin, j'ai tiré une chaise sur le balcon. L'air nocturne de Paris était glacial. Imbas. La ville brillait. Peu. Être que quelqu'un dans un de ses appartements était assis par terre, en train de pleurer. Tout comme Jean avait l'habitude. J'ai sorti mon téléphone et exécuté la purge finale. Suis connecté à mon portail bancaire et j'ai annulé définitivement la carte de crédit Platinium que Damien portait dans son portefeuille. J'ai supprimé le virement mensuel récurrent vers le compte de Martine. J'ai changé les mots de passe-maître de tous mes comptes financiers. J'ai rédigé un email prioritaire au service de gestion du parc automobile de mon entreprise pour qu'il déclare voler le véhicule de fonction que Damien utilisait s'il n'était pas restitué. Avant 10 à 7 heures le lendemain, j'ai engagé une équipe logistique d'élite pour emballer mes effets personnels restants dans mon bureau de la Défense, les expédier dans un garde-meuble. Chaque exécution numérique m'a pris moins de 60 secondes. Mais à chaque bouton de confirmation que je pressais, je sentais de lourdes chaînes se briser. À mes poignets. Je n'ai presque pas dormi. Quand j'ai ouvert les yeux, le ciel de Paris était d'un bleu pâle et glacial. Je me suis habillée de mon plus beau tailleur crème. J'ai appliqué un correcteur professionnel épais pour masquer l'échymose, et suis sortie de la suite parentale avec ma valise. Dans le salon, Martine était déjà réveillée. Assise en tailleur sur mon canapé, avec un bloc-notes. Gribouillant frénétiquement, Camille se prélassait à côté d'elle. Mangeant des poignées de mes noix de cajou importées. Hugo jouait sur son téléphone. Anne-May, voyant émerger avec une valise. Le visage de Martine s'est pincé. Elle m'a demandé où je croyais aller. J'ai offert un sourire factice parfaitement calibré. J'ai prétexté une urgence, d'entreprise qui m'obligeait à m'envoler pour quelques jours. Martine Arizzane. Elle a dit que je pouvais voler où je voulais. Mais qu'avant de partir, devait faire le virement de 3000 € sur son compte pour engager une infirmière de nuit et acheter les équipements pour bébé. Camille a renchéri, disant que je pouvais bien faire cet investissement pour mon neveu et qu'elle préférait d'ailleurs la chambre parentale pour sa vue magnifique, demandant si Damien et moi ne verrions pas d'inconvénient à déménager dans la petite chambre. Damis. Je n'étais même plus en colère. À quoi bon être en colère contre une tique qui suce votre sang? On ne se dispute pas avec. On la brûle pour la détacher de là. Peau. J'ai laissé ma valise près de la porte. J'ai ouvert ma mallette. Et j'ai sorti une liasse de documents lourdement caviardés que j'avais falsifiés sur mon ordinateur la veille. D'une voix douce comme la soie, j'ai dit que j'y avais longuement réfléchi. Et qu'ils avaient entièrement raison. Que si cet acte de propriété restait à mon nom, cela créerait une dynamique de pouvoir inconfortable. Les yeux de Martine se sont illuminés comme des machines à sous. J'ai fait glisser les papiers sur la table basse en verre. J'ai expliqué que j'avais rédigé les papiers et que si Damien était d'accord, nous pouvions signer un acte notarié pour lui céder la pleine propriété. Qu'à compter d'aujourd'hui, il serait le seul propriétaire.
Le salon est devenu silencieux. Puis Martine a arraché les papiers de la table, disant que la famille était enfin à l'abri. Camille a retrouvé de l'énergie. Martine s'est précipitée pour taper à la porte de la chambre de Damien. Il a trébuché hors de la pièce. Quand il a entendu parler de cession de l'appartement, il s'est réveillé d'un coup. Il a lu les mots en gras et un sourire avide s'est étiré sur son visage. Martine lui a glissé un stylo dans la main, lui disant de signer tout de suite. Le stylo planait à 1 millimètre de la ligne de signature. « Oh! Attendez. » ai-je dit doucement, levant un doigt. J'ai presque oublié. Détail insignifiant. Sa main s'est figée. J'ai poursuivi d'une voix totalement plate. Je leur ai expliqué que cet appartement avait actuellement un crédit hypothécaire de 950 000 €, que j'avais utilisé la maison comme garantie pour un investissement privé qui avait sombré, et que s'il acceptait le transfert de l'acte, il assumait légalement la totalité de cette dette. Les mensualités s'élevaient à très exactement 6 000 €. Le stylo a glissé des doigts de Damien et a percuté la table en verre. Tout le sang a instantanément disparu de son visage. Martine s'est figée comme une gargouille. Le manque d'oxygène a envahi la pièce. Je suis restée assise avec un sourire d'une courtoisie terrifiante. J'ai demandé à Damien de signer. Tant comme de la maison. Une dette d'1 million d'euros ne devait pas lui faire peur. Damien m'a dévisagée. Paralysée. Une pâleur maladive s'est répandue sur son visage. Martine a haleté. La seconde où le mot dette a été prononcé, les liens indéfectibles de mère, fils, frère et épouse se sont instantanément dissous en poussière. Damien a demandé ce que je venais de dire. Il a pointé un doigt, tremblant vers moi, tout me hurlant que je l'avais pris sans lui dire, que je devais payer la banque, et qu'il ne voulait rien avoir à faire avec ça. Martine a arraché les papiers et a hurlé que j'étais une sorcière, que j'avais essayé de tendre un piège à son fils, et que les dettes personnelles étaient ma propre croix à porter. Hugo a frénétiquement reculé sa chaise. Il a dit que cette histoire de dette d'1 million d'euros dégageait une énergie horrible, et qu'ils allaient retourner dans leur appartement pour que Camille puisse déstresser. Camille s'est empressée de l'approuver. Martine a hurlé sur son plus jeune fils pour l'empêcher de fuir. Mais Hugo avait perdu toute son arrogance. Il a murmuré à sa mère de rester là avec Damien, qu'il ne voulait absolument pas être impliqué dans une arnaque de dette d'entreprise. Sans un mot de plus, il a pratiquement traîné Camille dehors. Je ne les ai pas arrêtés. J'ai juste regardé la porte se refermer. Leur affaire était abandonnée dans l'entrée. Martine s'est effondrée sur le canapé, murmurant les chiffres de la dette avec horreur. J'ai ramassé mes faux papiers et je lui ai dit de se détendre. Puisque Damien n'avait pas signé et ne devait pas un centime. Mais Damien m'a regardé avec une paranoïa pure. Il m'a demandé quel était mon but. J'ai répondu que je voulais lui donner l'occasion hors d'être l'alpha incontesté de cette maison, mais qu'il était trop lâche pour la saisir. Damien a frappé du poing sur la table, tout me demandant comment il était censé couvrir une prime mensuelle de 6 000 € avec son salaire. Yo il avait le menton et j'ai croisé son regard. Je lui ai demandé si, pendant les 5 années de notre mariage, il s'était arrêté une seule fois pour se demander comment je payais les charges de copropriété, l'électricité, les courses, l'argent de poche de sa mère, les prêts d'Hugo et le SUV qu'il conduisait. Sa mâchoire s'est crispée. Je lui ai dit qu'à ses yeux, je n'étais pas sa partenaire, mais un distributeur automatique qui savait cuisiner, nettoyer et la fermer quand sa mère m'insultait. Martine a bondi, m'accusant d'être trompeuse et disant que je ne méritais pas d'être une belle fille dans cette famille. Je l'ai fixée et j'ai dit « Tant mieux », car je démissionne officiellement de ce poste. Il a pris ma malade, ma valise, et je me suis levée. J'ai dit que j'avais un vol à prendre.
et que s'il changeait d'avis pour la dette, il n'avait qu'à m'envoyer un texto. Damien a voulu m'arrêter, m'accusant de fuir le pays pour échapper à mes créanciers. Je l'ai regardé d'un air impassible. Je lui ai demandé s'il avait peur que je fuis, ou peur que j'arrête de payer pour sa vie. Aucun son n'est sorti de sa bouche. Je l'ai repoussé et je suis sorti. Ils n'avaient aucune idée que la dette n'était qu'un test pour éprouver leur cœur. Noirci. Le titre de propriété était vierge de toute hypothèque. Je suis descendu dans le hall. J'ai commandé un chauffeur privé. Et je suis parti pour l'office notarial. Le rendez-vous avec l'acheteur a été d'une rapidité fulgurante. Après que leur avocat a vérifié que le titre était propre, ils ont viré 1 500 000 €. Quand on m'a tendu le lourd stylo, pour signer le transfert définitif, une douleur aiguë a traversé ma poitrine, pas pour l'argent, mais pour la jeune fille naïve qui avait cru être heureuse. Ici. J'ai signé Chloé Deville. Ces 2 mots, gravés à l'encre bleue, ont agi comme des ciseaux industriels. 10 minutes plus tard, une notification de ma banque a illuminé l'écran de mon téléphone. Le virement avait été compensé sur un compte isolé tout neuf. L'agent immobilier m'a dit que l'acheteur voulait les clés le soir même. J'ai répondu que je laisserais le trousseau au concierge, que tout ce qui restait à l'intérieur était le problème de l'acheteur. Ensuite, j'ai marché jusqu'au cabinet de Maître Beaumarchais. Les papiers étaient déjà empilés sur son bureau en acajou. J'ai branché la clé USB. Regardant les images haute définition de Damien m'assénant la gifle, la mâchoire d'Antoine s'est contractée. Il m'a dit que ce garçon était un homme mort en sursis. J'ai signé la requête de divorce pour faute. Des phrases bureaucratiques, stériles qui résumaient 5 années de mon âme en sang. Antoine m'a assuré qu'à partir de cette seconde, il serait mon pare-feu absolu. Cet après-midi-là, dans le salon première classe de l'aéroport Charles II, Gaulle. Mon téléphone a vibré une dernière fois. J'avais 22 appels en absence de Damien et un SMS frénétique de Martine, hurlant de rentrer tous deux, suite pour faire le ménage car Camille allait éclater. Je riais presque de leur délire. Ils étaient persuadés que j'allais franchir la porte le soir même pour récurer les plaintes. Damien m'a envoyé un dernier message me disant de rentrer pour parler rationnellement. J'ai tapé une seule phrase. Reste à la maison ce soir et accueille les invités. Dès que c'est parti, j'ai cassé ma carte SIM 2 et je l'ai jetée à la poubelle. Pendant que je montais dans mon vol vers Londres, Damien faisait les 100 pas. Dans mon appartement à Paris, le soleil se couchait sur la capitale. À 21h, la sonnette a retenti. Damien s'est redressé, prêt à déverser son monologue autoritaire. Il a ouvert la porte, mais ce n'était pas moi. Face à lui se trouvait un homme en costume sur mesure, tenant un épais porte-documents en cuir, flanqué de 2 agents de sécurité de l'immeuble et d'une équipe de déménageurs professionnels. L'homme s'est présenté comme le représentant légal du nouveau propriétaire des lieux. Il a annoncé qu'à 15h cet après-midi-là, et j'avais exécuté la vente comptant de ce bien. Il a ordonné à Damien de rassembler ses effets personnels et de quitter les lieux, immédiatement. Damien a cru à une arnaque, hurlant que je ne pouvais pas vendre le domicile conjugal. Mais le représentant a rétorqué que ce bien était un bien propre, acquis avant le mariage, et que la vente était parfaitement valide. Martínez arrivé en hurlant que c'était impossible à cause de la dette de près d'1 million d'euros. Le représentant a froncé les sourcils, confondu, et a répondu qu'il n'y avait aucune dette, que le registre était entièrement propre. Cette phrase a agi comme une seconde gifle invisible sur le visage de Damien. Il n'y avait pas de dette. Il avait physiquement repoussé un bien inestimable de sa propre vie par pure lâcheté. Martine a réalisé l'ampleur du désastre et s'est effondrée par terre, hurlant que je les avais joués, et insultant Damien pour sa stupidité. Le représentant a fait avancer les déménageurs, expliquant qu'ils pouvaient emporter leurs vêtements, mais que les meubles appartenaient désormais
à l'acheteur. En quelques minutes, Damien et Martine se sont retrouvés jetés dans le couloir luxueux, avec des sacs poubelles remplis de vêtements bon marché, sous les regards méprisants des riches voisins. L'ascenseur s'est ouvert et Hugo et Camille sont apparus avec le reste de leur affaire. Découvrant la scène, Hugo a paniqué. Martine lui a hurlé de commander une voiture pour les ramener chez lui. Mais Hugo a froidement répondu que son appartement était trop petit et qu'il refusait de s'impliquer. Ils les ont abandonnés dans le couloir, à des milliers de mètres d'altitude. Au-dessus de la Manche, j'étais dans mon cocon en première classe. L'avion traversait les nuages. En basse, Damien venait de recevoir un appel de son entreprise de logistique, lui annonçant son licenciement immédiat pour absence injustifiée et mauvaise performance, ajoutant que le SUV de fonction allait être saisi par une société de recouvrement car il m'appartenait. En quelques heures, Damien avait perdu la maison, la voiture, le travail et la femme. Il s'est retrouvé à dormir dans un motel sordide en banlieue, épluchant de vieilles photos de notre mariage, pleurant sur le fantôme de ce qu'il avait détruit. Quand j'ai atterri à Londres sous le brouillard matinal, une nouvelle vie m'attendait. On m'a conduite dans un superbe appartement de fonction à Mayfair. Le silence m'y est apparu assourdissant. J'ai pris une douche brûlante. Enfin, j'ai pleuré. Non pas pour lui, mais pour moi-même. Pour tout ce que j'avais enduré. J'ai appelé mes parents. Mon père. En entendant ce qui s'était passé et en voyant mon ecchymose, a eu les mots les plus justes. Il a dit que liquider cet appartement pour acheter ma liberté définitive était exactement ce pourquoi il l'avait conçu. J'ai pris mes fonctions à Londres avec une efficacité redoutable. En un mois, j'avais redressé les comptes du bureau britannique et remporté les louanges de la direction mondiale. J'ai créé un nouveau compte Instagram, publiant des photos de ma réussite, de ma nouvelle vie, de mon tailleur de créateur devant le siège mondial. Je savais que Damien regarderait, et que voir mon succès sans lui serait une bombe nucléaire psychologique. Il a fini par venir, 3 semaines plus tard, sous une pluie battante, londonienne. Il s'est présenté dans le hall du siège, amaigri, les costumes trempés, pitoyable. Je suis descendu, flanqué de la sécurité. Il est tombé, genoux sur le marbre glacial, s'est violemment giflé lui-même pour s'autopunir, et m'a supplié de le reprendre, affirmant qu'il m'aimait et qu'il savait tout de moi. Je lui ai posé 3 questions. Je lui ai demandé à quoi j'étais si violemment allergique que ma gorge se fermait. Il a balbutié. Crevettes, coquilles, Saint-Jacques. Faux. C'était la truffe. La même que sa mère achetait sous forme d'huile bon marché et parfumait dans l'appartement pendant que j'étouffais. Je lui ai demandé quels médicaments je gardais pour mes crises d'ulcères gastriques. Il n'en avait aucune idée. C'était de l'oméprazole. Enfin, je lui ai demandé où il était la nuit où ma mère avait fait un AVC et avait été transportée d'urgence à La Pitié, salpêtrière. Il a baissé les yeux, terrifié à l'idée d'admettre qu'il buvait des bières avec ses amis et avait ignoré mes appels. Je l'ai regardé, lui ai tendu l'enveloppe contenant la requête de divorce, finalisée par Antoine, et j'ai ordonné à la sécurité de l'expulser. Ils l'ont traîné dehors, sous la pluie glaciale. Alors qu'il hurlait mon nom, je suis retourné dans l'ascenseur sans verser une larme, lors de la médiation judiciaire, effectuée par visioconférence depuis mon bureau, à Londres. La campagne de diffamation orchestrée par Martine sur les réseaux sociaux a été anéantie en 3 minutes. Antoine a diffusé la vidéo du salon, les hurlements, puis la gifle. Le silence dans le tribunal fut mortel. Sous la menace de dommages et intérêts colossaux pour violence et diffamation. Ils ont plié. Martine a dû publier des excuses publiques humiliantes sur Internet. Le divorce a été prononcé à Paris. Un jour d'hiver,
glacial, mais ensoleillé. Yoï. Conserver l'intégralité du 1 500 000 €. Damien a été débouté de toute prestation compensatoire et une ordonnance d'éloignement stricte a été émise. En sortant du palais de justice avec mes parents, je n'ai pas pleuré. Aujourd'hui, je me promène à Hyde Park. Mon téléphone vibre avec des messages d'amour de ma famille. J'ai toujours une capacité infinie d'aimer. Mais, désormais, ma gentillesse a des frontières hautement fortifiées. Et avant de déverser cet amour sur un autre être humain, je m'aimerai moi-même, farouchement, et en premier. Plus jamais aucune main ne frappera mon visage.